Bonsoir, bienvenue dans votre 18h30. Il n'est pour l'heure pas très visible sur les programmes des candidats à la présidentielle. Il ne fait pas la une des journaux et pourtant il devrait être l'une de nos priorités. C'est le dossier de l'hébergement d'urgence. Des femmes et des hommes, jeunes ou moins jeunes, parfois avec leurs enfants, s'apprêtent dans notre pays, notre région, notre ville, à passer dehors un hiver qui s'annonce d'ores et déjà très rude. Alors que font les pouvoirs publics qui ont décliné notre invitation à participer au débat ce soir? On en discute avec nos invités. Alors, elle œuvre justement avec ces pouvoirs publics. Il s'agit de l'Union sociale de l'habitat qui gère donc le parc HLM. Vous la présidez en Midi-Pyrénées, Jean-Michel Fabre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Également avec nous, deux structures qui viennent en aide aux personnes en demande de logement. Marie Lacan pour Droit au logement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Thomas Coudrette, membre du collectif d'entraide et d'innovation sociale, le C10. Bonsoir. Bonsoir. Des familles dorment à la rue actuellement sur Toulouse, sur d'autres villes de la région. Vous confirmez, Marie Lacan, Thomas Coudrette? Oui, malheureusement, beaucoup de familles encore dorment dehors, des familles et aussi des personnes seules et dans des habitats extrêmement précaires, y compris des tentes. Y compris certaines dont les enfants sont scolarisés. Effectivement. Il y a d'ailleurs en ce moment une occupation qui est en cours du gymnase Saint-Cernin. À Toulouse, oui. Exactement, avec 39 personnes, dont 23 enfants, qui sont scolarisés, effectivement. Vous parlez, Thomas Coudrette, d'une crise du logement sans précédent. Oui, mais je pense que Jean-Michel Fabre est justement très bien placé pour rentrer dans les détails de cette crise du logement. Mais effectivement, les perspectives sont extrêmement inquiétantes, à la fois parce que la production de logements sociaux a baissé et aussi parce qu'on a affaire à une crise économique très importante. Donc oui, c'est particulièrement inquiétant. Jean-Michel Fabre, vous confirmez une crise du logement sans précédent et certainement encore aggravée par la crise sanitaire? Oui, la crise sanitaire est passée par là, mais on a depuis quelques années une diminution de la production de logements sociaux. Vous l'avez déjà dit sur nos plateaux, voilà. On produit moins, construit moins de logements sociaux. On produit moins de logements alors que la demande augmente, en partie liée à la crise, mais ça vient de plus loin. Et je crois que sur ces questions de logement, c'est bien l'ensemble qu'il faut voir, parce que il y a des gens qui sont à la rue. Pour qu'ils sortent de la rue, il faut trouver des places en hébergement. Pour qu'ils sortent de l'hébergement, il faut trouver des places dans le logement. Donc il y a bien une cohérence d'ensemble. On a tendance parfois en France à séparer la question de l'hébergement et la question du logement. Pour nous, c'est une seule et même question, qui est celle que posait l'abbé Pierre, qui disait gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Elle est globale. Et c'est pour ça qu'on a souvent, et je le répète encore, l'impression de ne pas avancer dans ce dossier. Le 115, le numéro d'appel d'urgence pour fournir ces hébergements d'urgence, il sature toujours. Effectivement, en ce moment, c'est 92% des appels qui ne sont pas répondus. Et encore une fois qu'on arrive à avoir quelqu'un au téléphone, il y a très peu de chances d'obtenir un hébergement d'urgence. Pourtant, c'est, je le rappelle, un droit inconditionnel. Oui, c'est Droit au logement, c'est le nom de votre association. D'ailleurs, vous l'avez dit, donc vous occupez un gymnase actuellement en centre-ville. Est-ce que ça, c'est une véritable solution ou c'est surtout un coup de projecteur à amener pour justement obliger les pouvoirs publics à s'emparer du dossier, et surtout, parce qu'on parle avant tout d'hommes, de femmes et d'enfants, de s'occuper de ces personnes? Effectivement, il y a eu un dialogue avec la préfecture le vendredi soir avant qu'on lance cette occupation. Mais les propositions ne sont pas suffisantes et les personnes étaient fatiguées d'être à la rue et ont décidé d'occuper ce gymnase. Donc c'est une façon d'avoir un rapport de force et de demander un hébergement pour ces personnes qui sont dans le froid. Je le rappelle, le froid est déjà là et on a des enfants qui sont à la rue. Avec un élan de solidarité, on l'a vu, qui a été important, notamment pour amener des couvertures, des aliments. Thomas Coudrette, la situation, on l'a dit, du 115 est quelque chose de récurrent. Alors parfois, une des solutions aussi, ça peut être le squat. Il y en a pas mal qui ont été démantelés à Toulouse, par exemple. Quelle est la situation actuellement avec, on l'a dit, cet hiver qui arrive et qui s'annonce très rude? Là aussi, la situation est extrêmement inquiétante, puisque en fait, en 2020, compte tenu de la crise sanitaire, il y avait eu moins d'expulsions de squats et campements. Et sur les 6 derniers mois, il y en a eu beaucoup, vraiment beaucoup. Et comme l'État n'héberge pas les personnes qui sont expulsées, quelques rares exceptions,
perception, les personnes vont juste plus loin. Et ce qu'on constate, c'est que les gens qui essaient de se réinstaller dans des nouveaux bâtiments, aujourd'hui, sont expulsés très rapidement. Donc on a aussi un glissement dans quelque chose d'encore plus précaire, et des gens qui passent du squat au campement, etc. Donc c'est aussi particulièrement préoccupant sur l'évolution des squats. Ouais. Jean-Michel Fabre, quand vous nous expliquiez ce schéma qui était d'abord l'accueil d'hébergement d'urgence et ensuite le HLM, comment on vous l'explique à votre niveau, le fait qu'il n'y ait pas ce type de logement intermédiaire, ça vient d'où? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut dire qu'il y a des choses qui sont faites quand même. Je vais donner quelques chiffres, et derrière, c'est des familles. Haute-Garonne, en 2021, on a logé, les bailleurs sociaux, 10 000 familles. 10 000 familles qui sont rentrées dans un logement. Parmi ces 10 000 familles, il y en avait 2 500 qui étaient des familles, disons, qui sont des familles prioritaires parce qu'elles ont des difficultés. Et parmi celles-là, et ça fait le lien, 915 sont des sorties d'hébergement, c'est-à-dire des gens qui étaient dans des structures d'hébergement. Donc qui ont libéré 915 places. Et qui ont libéré 915 places. Et à côté de ça, il y a un peu plus de 300 personnes, familles ou personnes, qui, elles, sont allées directement de situations de la rue, d'habitat très précaire, vers un logement. On peut dire que c'est un logement d'abord dans ce cas-là. Donc ça veut quand même dire qu'il y a 1200 personnes qui ont été prises en charge par les bailleurs sociaux. Il y a des choses qui sont faites, mais visiblement pas encore assez. D'ailleurs, on va revenir sur un exemple d'une mobilisation dont nous étions fait l'écho fin octobre à Toulouse, celle de 2 familles dont les enfants étaient scolarisés. Et d'ailleurs, la communauté éducative s'était mobilisée. Reportage signé Stéphane Compan et Mathieu Chouvelon. Les prises de parole s'enchaînent devant l'école Didier Dora. Tous dénoncent la situation de 2 familles sans hébergement. Au-delà du goûter partagé, c'est une chaîne de solidarité qui se met en place pour aider 2 enfants de 7 et 9 ans et leurs familles. On voit arriver les enfants avec des cernes le matin, fatigués, incapables d'apprendre, stressés, un petit peu honteux aussi vis-à-vis de leurs camarades, et c'est normal. Et ça, nous, en tant qu'enseignants, en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, on n'arrive plus à le supporter humainement. Ils sont très très mal. Et voilà, c'est pas facile pour ces enfants, je vous assure. C'est pas du tout facile, que ce soit pour les enfants ou pour les familles. Ils souffrent réellement. L'une des familles vit dans un squat à Toulouse. L'autre, sur un parking, dans une voiture stationnée au pied des immeubles. Nicolési et sa maman sont régulièrement aidés par la communauté géorgienne et les associations. Pour des raisons que l'on ignore, elle ne peut accéder à un hébergement d'urgence. Les devoirs, les repas et les nuits se font donc ici, malgré l'insécurité environnante. Parfois, il y a beaucoup de bruit dans la rue. Des gens boivent et ouvrent les portes de la voiture lorsqu'on dort. Mon fils a peur, c'est très dangereux. Finalement, le projet d'occuper l'école et d'y dormir est abandonné, mais pas le soutien aux 2 familles qui repartiront dans une nuit noire et froide vers leurs abris de fortune. Il faut aller à l'école, il faut manger, un enfant a besoin d'un toit, a besoin de se nourrir, de se soigner, c'est un droit, je sais pas. C'est des enfants. Selon Droit au logement, il y aurait à Toulouse 24 000 logements vacants. Le recours à la réquisition permettrait de régler la situation de nombreuses personnes sans domicile ou mal logées, quelle que soit leur situation administrative. Marie Lacan, pourquoi on ne les réquisitionne pas, ces logements? La loi l'interdit? Non. Je rappelle donc que la réquisition est un outil juridique qui existe et qui pourrait être utilisé par les pouvoirs publics. Effectivement, un logement qui est vacant depuis plus de 12 mois peut être réquisitionné sur demande du préfet. Et cet outil n'est pas du tout utilisé à Toulouse et on se demande pourquoi. Il est utilisé ailleurs, dans d'autres préfectures, ou c'est à peu près toujours pareil? Il y a des exceptions, mais en tout cas, c'est vraiment à Toulouse qu'il n'est pas utilisé. Alors qu'effectivement, les derniers chiffres rappellent qu'il y a des logements vacants. Ils ne sont certainement pas tous réquisitionnables, mais c'est aussi au pouvoir public de faire cette étude pour savoir quel bâtiment on pourrait réquisitionner pour loger ces personnes. Thomas Coudrette, vous pratiquez, vous, ce qu'on appelle l'intermédiation locative. Dites-nous de quoi il s'agit. Oui, alors en fait, c'est pas nous spécifiquement, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui font le lien entre les propriétaires divers et variés, publics, privés, etc., et les associations qui peuvent accueillir dans de très bonnes conditions des personnes, notamment SDF. Et c'est vrai que c'est une très bonne solution. Malheureusement,
que trop peu de propriétaires connaissent. Mais c'est vrai que ça permet d'accueillir des personnes précaires en ayant tout un tas de garanties apportées par les associations. C'est vrai qu'il y a un dispositif, par exemple, qui s'appelle Solibail et qui permet justement de faire ce lien-là. Nous, aujourd'hui, on va même au-delà en permettant à des propriétaires d'accueillir en dehors de ces cadres classiques des personnes qui n'ont pas accès à ces dispositifs. Et donc, c'est vrai qu'il y a des propriétaires aujourd'hui, des particuliers ou des propriétaires même publics qui mettent à disposition des logements pour qu'on accueille des personnes SDF. On parlait de réquisition à l'instant, Jean-Michel Fabre. Est-ce que l'État se met, entre guillemets, hors la loi quand il ne donne pas un toit aux personnes qui en ont besoin ? Alors, le droit au logement existe et il y a un certain nombre de familles aujourd'hui qui sont classées DALO, ce qu'on appelle DALO, et sur lequel il y a une obligation de trouver des logements. Et là, une fois encore, ce sont les bailleurs sociaux qui sont sollicités en premier. Et on loge à peu près 200 personnes chaque année qui sont dans ce cadre-là. La question est toujours la même, c'est de se dire qu'il y a des moments, quand le rapport de l'abbé Pierre va sortir, tout le monde va dire « oh là là, c'est important ». Sauf que derrière, c'est toute l'année qu'il faut se poser la question de où on construit des logements. Il y a des décisions qui relèvent de l'État. Il y a des décisions qui relèvent des collectivités locales, et on a des collectivités locales qui peuvent, pour certaines, être très impliquées sur le sujet. Mais après, il faut que tous les citoyens se disent ben oui, si on ne veut plus avoir de gens dans la rue, il faut aussi accepter qu'il y ait des logements qui se construisent, pas très loin de chez soi. Rapidement, parce qu'on arrive à la fin de la discussion, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de construire, par exemple, plus de HLM ? Plus de HLM, deux choses. D'abord, les baisses des financements globalement de la construction de logements sociaux. Et deuxièmement, la difficulté à trouver des terrains, des endroits pour construire. Et ça, c'est une question des pouvoirs publics. Il faut être plus incisif sur ces sujets-là. Et c'est une question aussi de tous les citoyens de se dire que si on veut loger tout le monde, il faut qu'on accepte de loger tout le monde et qu'on trouve une place pour tout le monde. On dit que certains maires étaient des maires bâtisseurs. Il faut que tous les maires soient bâtisseurs, y compris de logements sociaux, évidemment. Alors, il y a un plan qui s'appelle Logement d'abord, qui est annoncé par la préfecture, notamment sur 2022-2024. Est-ce que vous en attendez quelque chose, Marie Lacan, en termes de création d'hébergement d'urgence ? Pour le moment, vu le dialogue avec la préfecture, qui d'ailleurs est aux abonnés absents, puisqu'elle n'a même pas répondu à l'invitation, j'ai quand même quelques doutes sur l'efficacité et on revendique encore une fois la loi de réquisition et on aimerait être entendu en fait sur ces hébergements d'urgence et également sur de l'hébergement stable, puisque l'hébergement d'urgence n'est pas une solution non plus sur le long terme, comme le nom l'indique. Donc on préférait des hébergements qui favorisent justement le retour, la réinsertion sociale et le retour vers une situation plus stable. Même question, Thomas Coudrette, est-ce que ce plan logement d'abord annoncé par la préfecture, vous en attendez quelque chose ? Le gros problème, c'est que pour faire du logement d'abord, il faut d'abord du logement. Et dans la mesure où le gouvernement va annoncer une augmentation de la production de l'ordre de 25%, mais qu'à la place on a eu une baisse de 25%, déjà ça va être dur de faire du logement d'abord sans logement. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes ont besoin d'aide aussi, d'accompagnement social, d'accompagnement sanitaire. Il ne suffit pas de faire du logement. Il ne suffit pas d'ouvrir, de donner les clés et de dire allez-y. Ouais. Parmi les personnes SDF, la grande majorité des personnes ont besoin aussi d'un accompagnement social adapté. Et c'est là aussi où il y a une défaillance. Il faut aider les gens à aller vers du logement. Ils n'iront pas miraculeusement. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont dans l'hébergement ne peuvent pas, de toute manière, aller dans le logement. Merci à vous trois, en tout cas, de nous avoir apporté votre expertise, vos points de vue respectifs. On va suivre évidemment ce dossier. On verra s'il en est question ou pas, notamment dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Mais pour l'heure, il est 18h53 sur France 3 Occitanie. L'information de proximité se poursuit dans votre région. J'accueille à présent Joël Ragagnien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bénévole au Secours catholique à Ariège-Garonne et vous y êtes responsable du service accès au logement. Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais chaque année, vous éditez un rapport sur la pauvreté sur le territoire. Est-ce qu'il inclut des données sur le logement? Est-ce que la crise du logement s'aggrave de votre point de vue? Ah oui, elle s'aggrave fortement, notamment depuis la crise Covid, effectivement, où on se rend compte de plus en plus de personnes ont perdu un logement à cause de cette crise parce qu'ils ont perdu des petits boulots, des boulots d'appoint. Pour certains, ça touche aussi les étudiants qui avaient des petits boulots pour payer leurs études et qui ont dû abandonner ou qui se retrouvent à la rue. Donc,
des logements de plus en plus chers aussi. Les logements sont de plus en plus chers et justement, on en parlait tout à l'heure, effectivement, le prix du logement social a augmenté et le prix du logement privé à Toulouse atteint des sommets affolants. Et donc forcément, ça rend encore plus difficile cet accès au logement. De plus en plus difficile, effectivement. Alors on va aller voir si l'herbe est plus verte de l'autre côté des Pyrénées. On voit ça comme chaque jeudi. Avec vous, Julia Torigna, bonsoir. Bonsoir. Alors en Espagne, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de trêve hivernale. Oui, et une vingtaine de familles en moyenne se retrouvent à la rue tous les jours à Barcelone, même en plein hiver, et ce malgré le moratoire du gouvernement espagnol mis en place au début de la pandémie et qui était censé éviter les expulsions des plus vulnérables. L'accès au logement est une des préoccupations principales des Catalans. Organisés en association, des habitants tentent d'empêcher au quotidien que leurs voisins soient expulsés. Et vous le voyez, c'est souvent tendu. Il faut dire que le problème du logement est colossal en Catalogne. Les loyers ont augmenté de 40% en 5 ans à Barcelone et avec la crise sanitaire, les situations critiques ont explosé. Aujourd'hui, il faut en moyenne 2 ans pour obtenir un logement d'urgence. Alors à noter aussi que le parc de logements sociaux est pratiquement inexistant en Espagne. Oui, en Catalogne, il est inférieur à 2%, c'est 6 fois moins qu'en Occitanie. À Barcelone, des conteneurs maritimes sont même recyclés pour être utilisés en tant que logements sociaux provisoires. Le gouvernement catalan tente d'agrandir le parc locatif social, mais se heurte aux conservateurs espagnols et aussi aux grands groupes immobiliers. En 5 ans, le Parlement de la Catalogne a voté 2 lois pour garantir le droit au logement, mais elles ont été systématiquement censurées par la Cour constitutionnelle espagnole. En ce moment, le gouvernement central tente lui aussi de passer une loi inspirée des mesures catalanes. Peut-être auront-ils plus de chance, mais en attendant, 26 000 familles sont susceptibles de se retrouver à la rue cet hiver en Catalogne. Julia Torigna, merci à vous. Alors, en France comme ailleurs, Joël Ragagnien, l'inflation n'a rien arrangé en plus parce que les factures aussi augmentent. Oui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de familles qui sont dans un état de pauvreté qui s'agrandit. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre fait l'état de 14 millions de personnes qui vivent dans un état de limite, voilà, limite de... donc c'est très inquiétant, quoi. Effectivement, ce rapport est très éloquent. Est-ce que on peut redouter, alors là on sait, comme je l'ai dit, nous on a la trêve hivernale en France, est-ce qu'on peut redouter au printemps encore une aggravation de la situation quand les expulsions seront à nouveau possibles ? Très certainement, très certainement. Bon, pendant la crise Covid, c'est vrai qu'il y a eu la trêve hivernale a été un petit peu repoussée jusqu'au mois de juin au lieu du 1er avril comme c'est l'habitude, mais les expulsions vont certainement repartir à la hausse parce que les bailleurs aussi, lorsqu'ils ne sont pas payés, ils s'inquiètent, certainement. Qui peut, de votre point de vue, agir aujourd'hui ou vraiment créer ? C'est l'État qui a la main là-dessus ? C'est l'État qui a la main, forcément. D'ailleurs, la loi DALO qui a été créée en 2007 dit bien que l'État est garant du droit au logement et à l'hébergement, et ce droit est malheureusement bafoué. Il est bafoué en Occitanie, sur le territoire de la métropole, et à Toulouse en particulier. Oui, donc il y a vraiment quelque chose, finalement l'État manque à ses devoirs, quoi. L'État manque à ses devoirs, et l'État traîne des pieds aussi pour accorder le droit aux personnes qui le méritent, le droit d'allô, droit à l'hébergement ou droit au logement. Vous allez surveiller, du point de vue de votre association entre bénévoles, le programme des candidats à la présidentielle, j'en parlais là tout à l'heure. Oui, on le surveille bien sûr, mais on ne s'attend pas à des miracles, parce que de toute façon, on entend bien que le sujet de cette campagne n'est pas l'hébergement, voilà, ni le logement. Merci à vous en tout cas de nous avoir fait partager votre expérience. Merci à vous. Et également tous nos invités. Cette émission est terminée. Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec la météo, suivie de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.
Les départements pyrénéens vont connaître